Ok, je vous propose de démarrer. Donc bonjour, bienvenue à cette septième édition pour 2024 des éclairages industriels de l'IA. On a décidé de consacrer à l'IA générative. Donc je suis Viry Viegzorek, je dirige l'équipe innovation chez Minalogic, qui est le pôle des technologies numériques en Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai le plaisir d'accueillir Georges Bozzi, du Dauphiné Libéré, entre autres, parce que je crois que ton périmètre est un peu plus large que celui-ci, Georges, et je te laisserai te présenter. On a décidé de vous proposer aujourd'hui, on est toujours sur notre exploration des possibilités, risques et dangers de l'IA générative. Et on a voulu se poser la question un peu de l'IA générative dans la presse. Alors le titre un peu accrocheur était Affaires sensibles ou pas. Donc Georges, peut-être je te laisse te présenter, puis après on attaquera le débat. Oui, Philippe, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, le périmètre est un peu large, mais on ne va pas détailler simplement pour ceux qui me connaissent déjà. Et je sais qu'il y en a quelques-uns, vous aura pas échappé que j'ai contribué à la création de Tech and Fest, parce que j'ai peut-être une petite sensibilité avec ces sujets tech, et Dieu sait s'il y a en fait partie. Pour le reste, je m'occupe au Dauphiné Libéré, évidemment, à la rédaction de sujets qui sont plutôt liés à ce qu'on appelle, nous, des verticales éditoriales, c'est-à-dire des typologies de sujets bien définies, et on va creuser en profondeur dans ces sujets. Ce n'est pas par opposition, mais c'est en complément avec l'actualité quotidienne. Donc moi, j'ai un temps légèrement plus long, mais ça permet aussi justement de permettre à nos lecteurs de réfléchir sur certains sujets. Voilà, pour faire court. Merci beaucoup, Georges. Donc effectivement, pour lancer un peu le débat de manière un peu provocatrice, j'ai envie de te dire, avec les possibilités de l'IA générative, les ChatGPT et autres qu'on connaît bien, j'ai envie de dire, les journalistes, on a plus besoin d'eux presque. Mm. Avant de répondre à la question, Philippe, je voudrais faire un petit propos introductif très court, parce que pour moi, l'IA s'appelle intelligence artificielle, mais alors n'y voyez pas une quelconque prise de position radicale, mais pour moi, elle n'a rien d'intelligent, hein. Et surtout, elle n'a rien de magique. C'est une puissance logicielle sans précédent. La partie émergée, ChatGPT notamment, a fait prendre conscience du niveau d'avancement sur un sujet précis qu'on évoque aujourd'hui. C'est le volet conversationnel, c'est le plus spectaculaire de tous. Mais ce n'est pas le plus abouti à date pour l'instant. Donc, j'ai commencé à répondre à votre question, à ta question, Philippe. On se tutoie, on se voit, on va se tutoyer, comme ça, On va ce se sera plus tutoyer, simple. on est à Grenoble. Voilà. Donc pour moi, c'est le plus abouti pour l'instant. Et le pour l'instant est important. Il faut savoir que l'IA aujourd'hui, c'est d'abord de l'assimilation de data par des dizaines de milliers de mains humaines qui intègrent des informations. Alors on verra plus tard comment tout ça va, euh, va avancer, mais c'est, enfin voilà, pour répondre à cette première question introductive, ça n'a rien de magique et on est encore là et pour longtemps. Sur la manière sur les sujets qu'on va évoquer, Philippe, ce qu'on a un peu dit ensemble, c'est qu'on a abordé cette question sur trois grands sujets, principes. Euh, ce que je vous propose à toutes et à tous, c'est de regarder, puisque c'était la question que m'avait posée Philippe, comment nous, dans la presse, on travaille à l'intégration de l'IA, parce qu'il y a effectivement des choses qui sont mises en pratique chez nous, en application. J'ai dans la presse pas seulement régionale, alors il se trouve que je suis dans la presse régionale et j'en suis ravi, mais ça concerne évidemment l'ensemble de la presse. Alors, pour ce qui nous concerne, le groupe EBRA, le groupe EBRA, je rappelle que c'est le groupe de presse des quotidiens régionaux de l'Est de la France, c'est le premier groupe de presse quotidienne régionale en France et en Europe. On agrège 9 titres de presse, je ne vais pas les énumérer, mais en gros, ça part de la frontière luxembourgeoise et ça descend jusqu'à Avignon, on s'arrête après. On laisse la Méditerranée aux autres. Et il n'y a pas pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de projet d'aller voir la mer. Mais on représente quand même une force de frappe assez importante, avec 13 millions de pages vues tous les jours et plus de 3 millions de lecteurs pour un peu moins d'un million de journaux vendus quotidiennement. Donc nous, pour ce qui nous concerne, si vous voulez, on a mis en place en octobre 2023 avec l'Est républicain, euh, qui est un autre titre, une expérimentation pour tester au sein d'une équipe de volontaires à la rédaction l'utilisation des nouveaux outils d'intelligence artificielle. Et je commence déjà à préciser, c'était pour la relecture et la correction des contenus proposés par les correspondants locaux de presse. Alors, qu'est-ce que c'est un titre de presse? C'est des journalistes professionnels et c'est aussi dans les départements, dans les localités, dans les villages, les correspondants locaux de presse, ils ne sont pas journalistes, ils collaborent avec nous, ils contribuent, ils nous proposent des contenus et nous, on les prend ou on ne les prend pas. Mais ce n'est pas des journalistes professionnels formés, qui ont fait des écoles, etc. Donc ça nécessite qu'entre vous, lecteurs, et eux, il y ait un filtre. Et ce filtre, il est bien ancré dans nos habitudes de travail.
C'est un peu comme l'IA, vous verrez que c'est récurrent. Le journaliste, il agit en tant que filtre. Donc, cette expérimentation était basée sur le volontariat et elle a fait l'objet de discussions au sein des rédactions. Bien entendu, on n'a pas claqué dans les doigts en disant, les gars, allez, on fait un petit coup d'IA, on va voir comment ça marche. Euh, les discussions ont eu lieu au sein des rédactions, les partenaires sociaux ont été consultés, les freins ont été levés, les équipes des rédactions de l'Est républicain ont pris part à l'utilisation de l'IA dans un cadre très, très strict qui était celui de la meilleure façon d'intégrer l'outil, bon, qui devient incontournable, hein, Philippe, on le sait, hein, on ne va pas non plus dire que ça n'existe pas, hein, au sein des rédactions des journaux du groupe EBRA. Et là, je lève un sujet, c'est que nous considérons, et vous verrez que je le répéterai, que l'IA, et je continue à répondre à ta question, Philippe, n'est pas un obstacle. Et vous verrez, je le redirai, c'est un outil, c'est une opportunité. Alors, ce n'est pas aussi simple, mais il est hors de question pour nous de dire, ah non, non, l'IA est notre ennemi, l'IA va tous nous tuer, donc on regarde ailleurs et on continue comme si de rien n'était. Ce serait suicidaire. Alors, cette expérience, pour mener à bien ce premier test, hein, c'est ChatGPT qui a été choisi, dans l'optique de pouvoir, alors c'est un des thèmes qu'on va développer un peu plus bas, vous verrez, soulager les équipes sur des tâches comme la relecture ou la correction des contenus qui sont donc proposés par les correspondants locaux de presse. Alors, ça fait un an. Concrètement, ça veut dire quoi, relecture? Enfin, ça veut dire que le texte qui est proposé par le correspondant local est injecté dans ChatGPT, qui le reformule, réécrit. Alors, c'est oui et non, sans rentrer dans le détail. Il y a évidemment un prompt qui est Hmm. mis en place. Et ce prompt, il a été long à rédiger, mais il a consisté à veiller aux équilibres. Vous verrez que c'est important, les équilibres. Donc, il ne s'agit pas de dénaturer, mais il s'agit Hmm. d'aider de manière à ce que, quand nous, on appelle ça bâtonner de la copie, c'est-à-dire relire en masse des quantités astronomiques de contenu, non pas en lissant, mais en essayant d'en garder la substantifique moelle, il y a beaucoup de tâches répétitives. Je vais prendre par exemple Hmm. la correction orthographique ou la ponctuation. Oui, la ponctuation dans Hmm. une Hmm. phrase, c'est ce qui fait sa respiration. Et ben, la ponctuation, c'est quelque chose que même les correcteurs orthographiques n'arrivent pas forcément à bien appréhender. Et pour nous, c'est important. Il y a une Hmm. question de taille aussi, sans perdre la substantifique moelle. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail, Ok. mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un outil qui va soutenir sur des tâches répétitives, et vous verrez qu'on le redira un peu plus tard. Donc, un an après l'expérimentation, bon, il y avait un bilan, les équipes elles se sont dit plutôt satisfaites. Et ce qu'il faut bien saisir, c'est que l'encadrement de l'utilisation de l'outil est très rigoureuse. Il y a un comité en charge de piloter les expérimentations actuelles et à venir. Et la charte éditoriale, parce que c'est ça l'important dans le métier, c'est que humainement, on met en place une charte éditoriale qui est dédiée à l'utilisation, qui a également été éditée. C'est pour ça que c'est pas facile de répondre à ta question, Philippe, parce que l'objectif, c'est de cadrer l'usage de l'IA dans les rédactions. C'est pas uniquement de dire que l'outil va fonctionner ou pas. Pourquoi? Parce que nous, notre objectif, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que il faut garantir au lecteur une indépendance éditoriale totale, dans un cadre éthique transparent en faveur de l'intégrité de l'information. Ça, c'est basique, je le redis, hein, indépendance éditoriale, cadre éthique, intégrité de l'information. Si on dit à l'outil, voilà, j'ai fait un prompt, tu te débrouilles et je prends ce que tu as donné. Zéro pointé, c'est pas possible, c'est pas acceptable d'un point de vue professionnel, d'un point de vue social aussi. Hein, c'est pas acceptable, c'est pas du tout ça qu'on fait. D'ailleurs, il y a des engagements qui ont été pris par les rédacteurs en chef des titres du groupe, parce qu'on a une entité qui est le comité des rédacteurs en chef, qui veille à ce que tout ce qui se fait soit conforme à ce qui est prévu dans le cadre de notre éthique. Et la réflexion sur l'arrivée de l'IA dans la rédaction, elle a été définie avec des engagements qui concernent bien sûr son utilisation. Et on avait déjà fait ça dans le cadre de la certification GTI, Journalism Trust Initiative, qui est attribuée par Reporters sans frontières et que nous avons obtenue. Donc on ne pouvait pas dire d'un côté, on a la certification, et de l'autre, on fait un peu ce qu'on veut avec ChatGPT parce que vous comprenez, c'est plus pratique. Non, ça serait Hmm. quand même un peu léger. Et on essaie de ne pas l'être. Vous verrez d'ailleurs que cette notion de légèreté, on en reparlera un peu plus loin, sous une autre forme. Donc il y a un document qui a été édité. Je vais vous en donner quelques extraits, hein, parce qu'il est assez long, mais il faut quand même que vous ayez à l'esprit que tout ça est fait dans des conditions éthiques très avancées. Un, l'intelligence artificielle est d'abord un outil,
Son utilisation doit faciliter le travail des équipes, enrichir l'expérience des lecteurs et leur accès à l'information. Son intégration au sein des rédactions s'inscrit pleinement dans une démarche d'excellence journalistique, conforme à nos principes éditoriaux. Nos engagements sur l'usage de l'intelligence artificielle s'appuient sur la raison d'être du groupe EBRA, agir pour renforcer des liens de proximité et de confiance entre les acteurs de nos régions. Vous voyez que si on dit qu'on a une raison d'être, qu'on a une certification de GTI, on a forcément une approche. Et ça, c'est une des clés d'utilisation de l'IA. C'est l'approche et l'éthique. Alors, pour détailler un tout petit peu, le lien c'est la relation humaine. Si le lien, c'est la relation humaine, IA, ce n'est pas de la relation humaine. Donc, cette relation, elle est au cœur du journalisme et ne peut pas être remplacée par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas possible. Donc, nous, on s'engage à ce que toutes les publications soient initiées et placées sous le contrôle d'une ou d'un journaliste professionnel. Voilà. L'intelligence artificielle, ce n'est qu'un outil, je le répète. Elle ne pourra jamais se substituer à l'expertise de nos journalistes. Quand j'ai dit ça, j'ai beaucoup précisé et je précise que ce qu'on préserve aussi, c'est leur capacité à réaliser des reportages, parce que vous m'auriez posé la question, et à tisser des liens sur le terrain avec les sources d'information. Et forcément, un logiciel, ça ne se déplace pas. Donc, vous voyez, sur la question du lien, déjà, on a une première réponse. La deuxième réponse, c'est sur la proximité. La proximité, c'est notre capacité à répondre à des attentes de contenu spécifiques et diversifiées sur toutes les communes de nos territoires. Vous imaginez, sur un périmètre comme celui-là, c'est important de l'avoir à l'esprit. La presse quotidienne régionale, c'est là où s'expriment toutes les communes du territoire. Alors, pas tous les jours, parce qu'il nous faudrait des tonnes et des tonnes de papier, mais régulièrement. La présence de nos journalistes sur le terrain garantit cette capacité. Ça, ce n'est pas l'IA qui y va. Grâce à l'intelligence artificielle, en revanche, on peut rendre aussi accessible au grand public des contenus qu'aujourd'hui, on n'est pas capable forcément de produire et qui existent dans des champs de data, comme les résultats d'élection. Bon, bah, quelqu'un qui a gagné ou qui a perdu, c'est comme un match. On n'est pas sur tous les terrains, mais 2-0, c'est 2-0, qu'on le veuille ou non. Et c'est telle ou telle équipe qui gagne ou c'est tel ou tel candidat qui gagne. Donc ça, vous voyez, c'est assez simple et ça ouvre quand même des champs importants. La météo, on ne va pas se mentir, c'est pas nous qui la. On n'a pas un service météo, vous voyez, mais les télévisions non plus. Les présentateurs de météo sont certes des météorologues, mais ce n'est pas eux qui font tourner les ordinateurs. Bref, tout ça pour dire que le retour à l'automatisation, le recours à l'automatisation, elle nous permet parfois de proposer des contenus et également, pour certains sujets, à un coût acceptable pour les lecteurs, parce qu'il y a cette dimension aussi. Enfin, la confiance. La confiance, eh ben, de notre part, elle implique la transparence. Et donc, on s'engage à signaler clairement tous les contenus éditoriaux qui seraient produits par une intelligence artificielle. Cette mention existe déjà depuis 2020 dans le résumé des résultats des communes dans les résultats d'élection qu'on publie sur les sites Internet chaque soir de scrutin. Alors tout ça fonctionne évidemment en adéquation avec les services de l'État, hein. Et de même que nous signalons dans le crédit de toutes les images d'illustration si elles sont ou non produites par l'IA. Alors, ça va même plus loin que ça, c'est que dans la pratique, une illustration produite par l'IA, c'est niette en fait, hein. Il faut vraiment un cadre très très particulier. Vous verrez qu'on parlera de ça, notamment dans le cadre du document qui a été dicté par l'ARCOM et dont je vais parler très très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de droit d'auteur, tout simplement. Et notamment en matière photographique, je le définirai tout à l'heure. L'IA n'a pas à date la possibilité de vérifier si elle respecte ou non les droits d'auteur. Alors, ce que je vous ai expliqué là, c'est très proche de ce qui a été publié le 14 octobre dernier par l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans son rapport sur l'impact de l'IA dans les domaines de la création et de l'information. Que dit l'ARCOM? L'ARCOM dit que l'IA, en substance, offre des opportunités significatives pour le journalisme. Bon, oui, très bien. Des technologies d'IA peuvent être utilisées pour la veille, la vérification de l'information. Là, j'ai des réserves quand même, parce que pour moi, la vérification de l'information, et pas que pour moi, c'est un geste et ce n'est pas une fonction logicielle. Donc là, on peut en discuter. Et la recherche documentaire ou l'assistance rédactionnelle. Oui, oui, on fait du Google tous les jours, hein. Qu'on le veuille ou non, on a commencé depuis longtemps, ça va juste s'améliorer. L'ARCOM dit aussi que l'IA peut automatiser des tâches fastidieuses. Oui, c'est ce qu'on fait.
on est bien dans un cadre, si vous voulez, logique de cette utilisation. Euh, alors, comme dit, ça permet aux journalistes de se concentrer sur des activités plus valorisantes. Voilà. Plus valorisantes pour l'information, pas pour eux-mêmes, hein, quand même. C'est pas la même chose. Faut comprendre valorisante dans la capacité qu'on a à enrichir une information. L'IA, dans la presse, soulève cependant des questions éthiques et professionnelles. Forcément. On a commencé à le dire et c'est un vrai sujet. D'ailleurs, et je le précise, dans le cadre de toutes les expérimentations, de tout ce qui se passe, les syndicats de journalistes manifestent de l'inquiétude, d'abord sur la qualité du travail produit par l'IA, à condition enfin, si on ne le maîtrise pas, ça peut être évidemment potentiellement très dangereux, on y reviendra. Et bah, c'est la première question de Philippe, l'impact potentiel sur l'emploi. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on a dit, tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. Enfin, dit l'ARCOM, et c'est comment dirais-je, c'est un point qui est essentiel et qui résume tout. Mais là, c'est pour toute l'activité, pas seulement journalistique, il est essentiel d'assurer une supervision humaine du travail réalisé par l'IA. C'est indispensable. Parce que les outils d'IA peuvent commettre des erreurs, parler d'hallucination, et il est important que les journalistes, entre autres, conservent le contrôle final sur le contenu publié. Alors, c'est vrai qu'IA, en conclusion de cette première partie, peut être un outil puissant pour les journalistes. Et on a bien compris qu'il était plus qu'important de l'utiliser de manière éthique et transparente. Nous, c'est ce qu'on fait tous les jours et ce qu'on va continuer à faire en veillant à préserver l'intégrité de notre métier et le rôle essentiel des confrères. Et là, j'évoque un sujet qu'on va développer un tout petit peu plus tard, dans quelques minutes, c'est les médias synthétiques. On va en reparler. C'est l'ARCOM qui utilise ce terme, qui existe par ailleurs, mais je trouve qu'il est excellent. Pour terminer cette première partie, le journalisme est une activité éminemment humaine, humaine au sens propre, figuré, tout ce que vous voudrez. Que l'IA soit une aide, oui. Qu'elle s'y substitue, non. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Merci beaucoup pour cette première partie, Georges. Et effectivement, j'ai envie de dire que l'IA peut se tromper comme l'humain. Et quelque part, un journaliste, je pense pas qu'il publie sans être relu, au même titre qu'une IA qui va effectivement être une belle assistance potentielle. Comme tu le sais, on a écrit avec un groupe de travail qui a été co-animé par GEM et Minalogic, on a produit un petit livre blanc sur les dérives potentielles de l'IA générative. On regarde la production d'hypertrucage, donc c'est le terme français. Pour se comprendre, on parle de deepfake, hein, même si c'est un anglicisme. Donc effectivement, c'est des contenus qui sont crédibles, mais néanmoins qui sont complètement faux, où on peut faire dire des trucs à Obama qui pense peut-être, mais qui ne dira jamais en public. Euh, et je passe les diverses arnaques qui ont vu le jour. Dans un média, ça peut être critique parce qu'il y a des gens qui pourraient être tentés de produire du faux contenu à des buts de manipulation, désinformation, etc. Donc, est-ce qu'il y a des moyens ou comment vous faites barrière à ça quelque part? Alors, oui, on en a parlé ensemble à Annecy le 9 juillet, mais si on sont bons Hmm. sur la date. Euh, je vais répondre en racontant la même anecdote que j'ai racontée la première fois, parce que tu poses la question de l'émetteur et de la crédibilité de l'émetteur. Hmm. J'animais une petite conférence pour des décideurs dans le Nord-Isère. C'est un ami qui m'avait sollicité. Il me dit, ah, ce serait bien que tu nous parles de l'information, etc. Je dis, bah, surtout, si tu veux bien te parler de l'IA et des fake news, parce que c'est un danger, c'était un peu plus d'un an. Et à cette époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait publié des photos du pape dans une belle doudoune blanche, Hmm. ou alors des photos de Macron qui parlait à des CRS. Alors j'ai montré la photo d'Emmanuel Macron et je leur ai dit alors, c'est une vraie info ou c'est une fake news? Ils connaissaient ma qualité professionnelle, hein, enfin qualité au sens je suis journaliste. Le reste, c'est subjectif. Euh, je leur dis, vous connaissez cette photo? Ils me disent, bah oui, et tout le monde sourit. Oui, ah oui, et je leur dis, on vous a donc bien dit que c'était une fake news. Ah bah oui. Et là, j'ai un peu théâtralisé, je leur ai dit, ben, on vous a menti. On vous a menti. Vous savez, nous, dans la presse, on est connecté à tout, on est connecté à toutes les sources, et on a des codes entre nous. Il y a des choses qu'on publie et d'autres qu'on ne publie pas. Cette photo, elle est réelle. Simplement, on nous a dit de dire que c'était une fake news pour pas compromettre le président de la République. Et là, il y a un grand blanc.
Et tout le monde me regarde, mais vraiment avec une... Je dis, mais vous pouvez me croire. Je leur dis, vous pouvez me croire. Ah bah oui, 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 oui. Et je leur dis, et le pire dans tout ça, c'est que je viens de vous mentir et que vous m'avez cru. Et l'auditoire était estomaqué. Je leur ai expliqué que le principe de la fake news, c'est pas le fait que ce soit une fake news, c'est le véhicule. Et que le véhicule, s'il est crédible, eh ben, l'information, elle devient acceptable. Et c'est là qu'on a justement des problèmes aujourd'hui, parce que quand tout le monde consulte son smartphone, et notamment les jeunes, sans faire attention ni à la source ni à l'objet, le smartphone, c'est ce qu'on a de plus intime. On l'a toujours sur nous. J'ai eu un problème avec le mien la semaine dernière. J'avais l'impression d'être un SDF. Il a fallu que je recommence tout. Vous voyez, donc le rapport à l'outil, elle est particulière. Donc le rapport à la fake news, ben, il part de là. Si je reste dans la question des fake news et que je regarde encore une fois ce rapport de l'ARCOM, euh, une des premières choses qu'il dit à propos des fake news, et ça rejoint d'ailleurs ce livre blanc, Philippe, qui est formidable, que je conseille à tout le monde de lire, c'est que l'IA peut être utilisée pour créer des fake news de manière plus sophistiquée et convaincante. L'idée, c'est bien de convaincre. Et la facilitation de la création de contenu, forcément par l'IA, ben, elle va multiplier les possibilités d'avoir des contenus, des faux contenus, et surtout la possibilité qu'ils soient convaincants. En ce moment, il y a une campagne aux États-Unis. Vous voyez bien qu'il n'y a pas un jour sans qu'on vous dise il y a une fake news, il y a ci, il y a ça, euh, Trump a menti, l'autre a répondu, on ne sait plus à la fin. On ne sait plus. Et malheureusement, en politique, l'écran de fumée est pratiqué depuis des lustres, mais là, avec l'IA et l'utilisation de l'IA, ce n'est pas l'IA en tant que telle, en fait, c'est l'utilisation de l'IA pour générer de la fake news qui pose problème, et la capacité de l'émetteur à être crédible sur le sujet. Vous voyez? Mais, il y a un mais. Si on utilise l'IA comme un outil puissant pour lutter contre la désinformation, ça existe. Hein. Y a un outil qui s'appelle StackCheck qui est développé par l'INRIA pour Radio France. L'outil, il permet de vérifier les déclarations faites à l'antenne ou sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est du fact-checking en les comparant des statistiques publiques. Il y a beaucoup de données publiques. D'ailleurs, le data journalisme, on n'en parlera pas trop, mais le data journalisme, ça consiste à chercher des statistiques publiques, à les mettre en perspective et répondre à une question. Ben, l'IA, ça peut être utile pour ça. Vous voyez que quand on garde bien l'IA en tant qu'outil, on règle un certain nombre de problèmes et on répond à un certain nombre de questions. Mais tout ça, ça veut dire quand même, Philippe, que la nécessité d'une régulation et d'une sensibilisation accrue, avec une réflexion sur les régimes de responsabilité, ce que dit l'ARCOM, qui est applicable aux médias et à la mise en place de solutions techniques, pour assurer la traçabilité des contenus générés synthétiquement, elle est indispensable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit euh, un accès illimité, immodéré, pas contrôlé. Sinon, on va se retrouver dans un moment où même notre propre système, pas seulement journalistique, hein, global, peut être abîmé. Alors, la sensibilisation du public, c'est un des leviers. La sensibilisation, c'est un des leviers. Aujourd'hui, je pense que ne pas s'expliquer aux jeunes, et ça commence à aller un peu mieux, que les fake news, c'est de la désinformation, et que la désinformation, c'est grave, c'est un problème. D'ailleurs, à ce sujet, nous, au Dauphiné Libéré, jusqu'au 31 décembre, euh, c'est pas un secret, notre actionnaire, c'est le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, notamment, avec nous, a mis en place une offre d'abonnement gratuite pour les 18-25, pour qu'ils aient accès à un vrai média dans leur téléphone et qu'ils puissent le lire gratuitement. Ça, c'est un premier sujet. Il peut y en avoir d'autres. Alors, Philippe, en résumé, ce qu'on peut dire pour cette partie, c'est que, évidemment, hein, l'IA, c'est une menace ou une opportunité. Une menace de fake news, mais aussi une opportunité de régler le problème des fake news, et ça dépend de comment on utilise l'outil. Mais moi, je vais quand même dire quelque chose, c'est qu'à titre personnel, les fake news, de mon point de vue, agissent comme un accélérateur de crédibilité pour les titres de presse. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on n'empêchera jamais personne de penser que la Terre est plate. Jamais. Jamais. Mais on trouvera toujours quelqu'un pour essayer d'expliquer à cette personne que ce n'est pas vrai et lui démontrer. Ce qu'il faut, c'est que nous, on arrive à démontrer que l'IA en tant que telle, bien, c'est quelque chose, c'est un outil. L'utilisation de l'IA pour générer des fake news, c'est effectivement un problème. Le meilleur moyen, c'est d'être toujours dans l'information, dans sa vérification et dans son accès au plus grand public. L'exemple, il est actuel, il est très clair. Quand il y a une fake news aux États-Unis,
Qui dit que c'est une fake news? Les médias, personne d'autre. Donc, plus il y aura de fake news, plus Philippe, pour nous, titre de presse, ce sera une opportunité d'accroître encore plus notre audience et notre crédibilité. Donc, sur ce point-là, affaire sensible, je dirais que pour nous, l'IA est une vraie, grande et belle opportunité. C'est une excellente nouvelle quand même, hein. Ah bah oui, oui, oui. Je vois qu'il y a quelques questions qui tombent dans le chat. Je vous propose qu'on laisse finir l'exposé de Georges et puis on les prend après. Il y en a juste une où j'ai répondu en direct, c'était sur le téléchargement du livre blanc qu'on a mentionné, donc je vous ai mis le lien, mais on revient aux questions après. Georges, pour attaquer la troisième partie de notre échange, tu as parlé de médias synthétiques. Alors, je ne connaissais pas le terme avant qu'on prépare cette table ronde. Du coup, tu peux nous en dire plus parce que c'est encore un animal bizarre dans le paysage. Bah oui, il est tout récent et encore une fois, ce rapport du 14 octobre, c'est tout frais, hein. Il est très très bien, très éclairant. Il faut absolument que vous le regardiez. Si ça vous intéresse, bien entendu. C'est quoi un média synthétique? C'est un média qui va faire électroniquement la synthèse d'un certain nombre d'informations et les proposer au lecteur. Donc, il va compiler. Il va compiler, euh, et il va compiler selon certains critères. Je rappelle que l'IA, c'est un robot. Je rappelle qu'il a d'intelligent que le nom. Et que si vous lui dites d'aller chercher des infos dans tel ou tel sujet, tel ou tel support, et vous verrez que c'est hyper dangereux, et de produire une newsletter et de l'envoyer à Philippe tous les matins. Et la newsletter s'appelle le best-of de l'information par le Matin du Monde, avec un très très beau logo, etc. Bah, Philippe il va se dire c'est pas mal ce qu'il me donne. Ce que Philippe ne sait pas, c'est que derrière, le moteur, il est prévu pour aller chercher des mots-clés qui rapportent, pour aller chercher des infos, pourquoi pas, qui peuvent l'influencer à court, moyen ou long terme sur sa manière de penser. Alors, c'est pas de la science-fiction, c'est possible. Il faut savoir que c'est possible. Alors, au-delà de ça, qui relève de la manipulation, bien entendu, ces médias qui utilisent, enfin, ces médias, pour moi, ce n'est pas des médias, mais ces objets, on va dire, ou ces médias du troisième type qui utilisent l'IA générative, euh, ils vont avoir des impacts. Et ces impacts, ils sont au-delà de la manipulation et de la désinformation, parce que la production automatisée de contenu sans supervision humaine, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, euh, elle augmente considérablement le risque de diffusion de fausses informations et de manipulation, ça on vient de le dire. L'autre impact, il peut être économique. Alors, les médias synthétiques peuvent cannibaliser le marché des médias traditionnels en produisant du contenu à moindre coût, déjà. Ça coûte zéro. Donc forcément, ça va rapporter beaucoup et très vite. Et comment ça peut capter des revenus publicitaires puisqu'il n'y a pas de gens qui vont les vendre? Eh ben, il faut savoir que dans le monde des médias web, la publicité, une partie de la publicité répond à des questions de programmatique en fait. Quand un mot-clé est porteur, une marque automobile va dire, ben, quand le mot-clé automobile ou essai ou je ne sais pas quoi monte sur les sites, mais de presse ou pas de presse, si c'est au-delà d'un certain cap, eh ben, moi, je veux bien que l'agence X ou Y qui gère pour moi plusieurs centaines de milliers d'euros de com, eh ben, elle mette ma pub sur ce site-là à ce moment-là. Il n'y a rien à faire. Ou alors que d'autres plateformes qui génèrent des contenus automatiquement et qui les font ressembler à des contenus réels, automobiles, va dire, bah, moi, je vais pousser un contenu sur ce site-là et le rémunérer pour qu'il l'héberge. Ça peut être une publi information ou autre. Donc, sans rien faire, ça tombe. Donc, vous doutez bien qu'il va y avoir des envies qui font se faire jour, mais ça existe déjà. Le plus important pour moi, il est ailleurs, et ce sera la conclusion, c'est le problème juridique que tout ça pose quand même. Juridiquement, l'utilisation de l'IA pour reformuler et diffuser un contenu provenant de médias traditionnels, c'est-à-dire les nôtres par exemple, bah, ça soulève la question des droits d'auteur. On a commencé à le dire tout à l'heure. Alors qu'est-ce que c'est les droits d'auteur, hein? Au-delà de la question de la responsabilité de ce qu'on publie, un droit d'auteur, c'est un photographe qui fait une photo. Cette photo lui appartient. Et si je la publie, moi, de Dauphiné Libéré ou dans un magazine, eh ben, il faut que je lui demande s'il est d'accord. Et d'abord, s'il est d'accord, et s'il est d'accord, à quel prix il est d'accord. Voilà. Parce qu'un photographe, euh,
la photo qu'il fait lui appartient 99 ans, je crois. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, elle lui appartient. Elle n'est pas cédée totalement. C'est pas possible qu'un photographe cède une photo totalement, même à toi, par exemple, à Minalogique, un photographe te dit, bah, ouais, oui, ma photo que j'ai faite de cette journée, je te la donne. Même s'il dit qu'il la donne, en fait, en droit, ça ne marche pas. Il reste propriétaire. Donc, à partir du moment où ces photographes qui sont propriétaires de leur image et qui ne cèdent leurs droits qu'au coup par coup, n'arrivent pas à savoir ce qu'on fait de leur image. Comment on peut déterminer si une image de photographe a été utilisée pour faire une photo IA ou une illustration IA? Comment il peut le savoir? C'est impossible à savoir. En tout cas, à date, c'est impossible. Il y a des plateformes qui font des photos d'illustration, comme Adobe Stock, qui précisent dans leur image IA que c'est une image IA. Alors eux sont des professionnels. C'est-à-dire qu'ils ont pris la peine de sélectionner les images et de faire produire quelque chose qui soit acceptable. Mais d'autres, là, on est dans le pillage absolu. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'appauvrir une profession, voire, alors là, Philippe, là, il y a un danger. Pas seulement de manipulation, mais de survie. L'autre sujet, c'est qu'il y a des lois qui régissent le droit de la presse, par exemple. Vous savez, le droit de la presse, c'est fondamental dans nos démocraties. Euh, euh, Là, c'est affaire sensible, si vous voulez. À partir du moment où notre démocratie elle s'appuie sur un certain nombre de droits fondamentaux, dont le droit de la presse, la liberté d'expression, l'égalité, etc., et que le droit de la presse est bafoué parce qu'on a des sites synthétiques qui font n'importe quoi avec l'information, là, on a un vrai problème. Et on ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Mais ce n'est pas l'IA. L'IA, c'est le moteur. Je vais prendre un exemple. Je vous souhaite d'avoir les moyens de vous acheter une belle auto. D'accord? L'auto, elle est électrique, je ne vais pas citer de marque, mais elle fait 450 chevaux. Et elle va très vite. Sauf que c'est limité en ville, c'est limité à 30 à l'heure. Si vous roulez à 80 et que vous avez un accident, ce n'est pas la voiture qui est responsable, c'est celui qui accélère. Bien. Eh bien, on a la même configuration. C'est qu'à un moment, la notion de responsabilité, elle s'applique. Elle s'applique parce que juridiquement, si on n'est pas responsable, si on n'applique pas juridiquement les choses, on devient responsable des excès. Et l'autre problème, c'est que les lois qui existent actuellement ne sont pas transposables au contenu synthétique. Parce qu'on n'a rien imaginé pour ces contenus synthétiques. Alors on y travaille, bien entendu, surtout en Europe. Ça agace beaucoup les GAFAM, mais on y travaille. D'ailleurs, au passage, on leur demande de contribuer, si vous voulez. Mais, mais quand même, c'est dangereux euh, de ne pas avoir encore de garde-fous suffisants, et c'est dangereux au titre de l'information. Et avant de conclure, je vais prendre un exemple. Nous, dans nos métiers, par exemple, il y a des choses auxquelles on ne déroge pas. La présomption d'innocence, la protection des mineurs dans les affaires criminelles, le droit à l'oubli, la RGPD. On ne discute pas là-dessus. On ne discute pas. Moi, être humain, j'écris un sujet, OK, et la protection des sources, pardon. Et je protège mes sources, je protège les mineurs, j'applique mes règles. Mais le robot qui va aller chercher des contenus partout, dans le cadre d'une affaire très sensible, qui concerne un mineur, à quel moment il va comprendre que c'est un mineur, puisque c'est que son nom qui apparaît? À quel moment il va comprendre que c'est une affaire qui, si son nom apparaît, va lui dynamiter sa vie? Il ne peut pas faire la différence, il voit que des lignes de code. Parce qu'un outil, il peut prendre l'objet tel qu'il est au moment où il existe, il ne sait pas par quel chemin il est arrivé à cet endroit-là. Et à quel moment, nous, on décide humainement de ne pas publier alors qu'on a ça dans nos notes et qu'on a peut-être ça dans notre ordi et qu'il y aura toujours des gens malveillants pour visiter les ordinateurs qui sont mal protégés. Vous voyez que c'est un tout. Donc moi, en résumé, pour terminer sur la présentation, on a débordé de 5 minutes, mais oui, on peut dire que c'est une menace, en tout cas les médias synthétiques et plus globalement l'IA peut être une menace sérieuse pour l'écosystème d'information. Euh, je dirais que c'est surtout du point de vue de la perturbation économique, euh, effectivement de la désinformation et de la violation des droits d'auteur, des excès que tout ça peut provoquer. On a, on a tout vu. Mais si l'ARCOM et nous, journalistes, on appelle à une vigilance accrue et à des mesures appropriées pour encadrer le développement des nouveaux acteurs, c'est que c'est une question de principe. Et je dirais que
le positionnement journalistique vis-à-vis de l'IA que je viens d'essayer de vous expliquer, il est fondamental. Il est fondamental parce que ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question de fake news, euh, ce n'est pas une question d'économie, c'est juste une question démocratique. Et que si on garde bien ça à l'esprit, normalement, on devrait corriger pas mal d'excès, pardon. C'est l'émotion de la démocratie. Merci Ouais, beaucoup, Georges. C'était très, très éclairant. On a quelques questions dans le chat. Alors, je pense que tu dois y avoir accès, mais je les relis pour tout le monde. Donc, on perçoit bien les gains. Donc, c'était par rapport à ta première partie, je pense. Donc, on perçoit bien les gains de productivité de l'IA pour les tâches d'édition, secrétariat de rédaction. Mais qu'en est-il de l'importance des liens, des interactions et les liens de confiance entre les correspondants et les journalistes, déterminants dans le maillage du territoire? alors, Je pense que tu avais... ouais, je viens de le mettre à l'écran, je vais la relire en passant à la productivité. Ouais, je pense que tu as un peu répondu déjà. Eh bien, c'est simple. Les interactions et les liens de confiance entre les correspondants et les journalistes déterminants dans le maillage du territoire, ils sont maintenus par les rédactions. L'IA n'est pas un moyen pour faire de la relation humaine, et je l'ai dit, c'est vrai que j'y ai un peu répondu. L'IA ne remplacera jamais le coup de téléphone, la visite, le suivi. Ça, c'est pas possible. On le fera jamais, et parce que si on fait ça, bah, c'est quasiment garanti qu'on n'aura plus beaucoup de correspondants, si vous voulez. Il faut rester un moment, il faut rester très, euh, très ancré dans son territoire. Et Hmm. l'IA n'est pas un moyen d'ancrage. Je le redis, l'IA est un outil. Non, clairement, et tu l'as dit également en conclusion de ta troisième partie, l'IA n'a aucun moyen de discernement, qui est quand même le propre de l'humain. Le Aucun. choix, c'est le propre de l'humain. Donc, il y avait une autre question qui commentait sur le fait que chaque média a plus ou moins sa charte propre, qui lui est propre, sa charte maison, quelque part. Et donc, effectivement, il y a quand même des logiques concurrentielles entre ces différents médias qui peuvent les amener à intensifier, étendre les usages vers autre chose que l'édition de contenu. Et donc, est-ce qu'il y a une réglementation contraignante naissante au niveau français, européen, voire mondial, du type IA Act, par exemple, qui Mm. pourrait mieux garantir la présence de garde-fous? Alors, j'ai expliqué, encore une fois à date, et je ne suis pas juriste, mais je sais que des juristes travaillent sur le sujet, qu'effectivement l'IA Act est un commencement de réponse. Justement, après la conférence du 9, Philippe, j'ai été en contact avec une avocate qui avait Mm. écouté et qui proposait d'ailleurs de reprendre le sujet sur Tech Fest parce que Tech Fest est un événement organisationnel et on va traiter de l'IA. Donc oui, c'est ce que j'ai dit à la fin. Oui, il faut que dans nos démocraties, on ait des garde-fous. Oui, il faut faire attention à ce qu'on va faire. Mais le principe qui est intangible, c'est que nous, en tant que titre de presse, on veillera, mais on veille déjà, e-act ou pas e-act, on veille déjà à ce que ce soit l'humain qui décide. Toujours, toujours. Et qu'on sait détecter une bonne information. Bah, si je reprends l'exemple du correspondant, on sait si c'est lui qui nous a envoyé l'info ou pas, hein. Mm. Et l'info d'un correspondant, si vous voulez, ce n'est pas une affaire sensible en tant que telle, c'est de l'actualité locale. Et quand elle est sensible, quand ça devient important et intéressant, il y a toujours une discussion préalable avant. Donc on a la personne humainement au téléphone. Si c'est une question qui est liée à la vie communale, qui va, comment dirais-je, qui va provoquer une question au conseil municipal, et c'est ça, ça c'est la vraie vie. Ben, on l'appelle, on lui parle, on discute, on se met d'accord sur comment on le traite. Est-ce qu'on ne le rejoint pas parce que c'est important? Si c'est un fait divers, il faut que le journaliste professionnel y aille, etc., etc. Donc, euh, je pense que notre manière de fonctionner nous assure déjà d'un certain nombre de garde-fous pour notre fonctionnement. Pour le fonctionnement des autres, c'est un problème. Et c'est le problème, c'est surtout le fonctionnement des autres. OK. Merci. Sur la question des droits d'auteur, donc je te lis la question pour que tout le monde en Je la prenne. vois. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez qu'on verra apparaître une évolution du statut octorial? Donc, il faudra peut-être rappeler ce que c'est Droit que le statut d'auteur. octorial. Moi, ça ne me parle pas. Droit d'auteur. Dans le domaine de la création, donc littéraire, visuel, etc. Oui, bah, il faut, hein. Alors aujourd'hui, si on s'en tient stricto sensu au droit d'auteur, c'est assez simple. Mais plus que l'évolution du statut, c'est comment on va détecter s'il y a des abus. Mm. Et peut-être que l'IA va devoir surveiller l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore assez d'éléments. Mais vous voyez, quand on a lancé
quand ChatGPT est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, des radios faisaient des interviews de ChatGPT. ChatGPT répondait avec des critères sociétaux très américains, notamment liés à la manière de penser aux États-Unis qui n'est absolument pas la nôtre. Ouais. Parce qu'on n'a pas encore suffisamment renseigné, je parlais des petites mains, on n'a pas encore suffisamment renseigné l'IA conversationnelle pour qu'on ait une vision assez objective et, on va dire claire de la manière dont nous fonctionnons. C'est pareil pour tout ce qui est des droits, c'est pareil pour tout ce qui est des trous dans la raquette. Ça viendra, mais n'oublions pas que la partie visible de l'IA, de ChatGPT, n'a qu'un an. Mm. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que ça sera dans 10 ans? Je ne sais pas. Mais ce que nous devons faire toutes et tous à notre niveau, c'est de dire, non pas est-ce qu'on verra apparaître, mais il faut qu'apparaisse une évolution du statut octorial. Oui, bien sûr, il faut que ça apparaisse. Et Dieu merci, dans nos démocraties, ces sujets-là sont portés et des lois existent, parfois trop, mais des lois existent. Et au niveau européen, des textes existeront, là aussi, parfois trop, mais il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Ce n'est que mon opinion. Merci. En attendant peut-être d'autres questions, parce qu'on a épuisé les questions en cours, j'ai deux éléments à partager avec toi. Peut-être tu as vu l'actualité ou pas. Euh, le premier, c'est que Google a annoncé ce matin ou hier, a publié une IA qui détecte justement les faux textes, enfin les faux textes, les textes générés par une IA générative. Donc, du coup, alors, évidemment, c'est une annonce de Google, donc ils sont les plus beaux, ils sont les plus forts, ça marche tout le temps, etc. Bon, on n'a pas encore pu tester, mais pour rebondir sur ce que tu disais, ça veut quand même dire que le monde et la technologie est en train d'évoluer par rapport à ces détections de faux ou etc. Alors, Euh, ouais, je sais pas si tu veux commenter. oui, tout simplement pour dire que nous, titre de presse, quand on publie un article sur nos sites, on est très intéressé par son audience. Hmm. Les articles qui ne sont pas signés et qui sont des articles de curation sont pénalisés. Déjà, ça existe déjà. Donc, ça n'est qu'une étape supplémentaire, et tant mieux de la part de Google, pour pouvoir signaler, justement, dans le cadre vous voyez, on est bien dans l'actualité, hein, de ces Hmm, médias hmm, synthétiques, que bah, la newsletter que tu as reçue ce matin de la part du média qu'on a inventé tout à l'heure et qui joue à courrier international, mais en étant bien certain de pouvoir t'influencer, eh ben, tu auras automatiquement en fin d'article, par Google, cet article est un article synthétique généré par IA. hmm. Formidable. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que si, en plus des textes, il y a l'autorégulation, on peut être optimiste. Et, et, et tant mieux pour nous, la presse, c'est ce que je disais. Plus il y aura de Exactement. fake news, plus on gagnera en crédibilité. L'autre info récente que j'ai vue qui va dans ce sens-là, c'est qu'aujourd'hui, l'IA générative à peu près, c'est nourri de tous les contenus humains possibles et imaginables et commence à s'alimenter avec des contenus qu'elle a produits elle-même. Et donc, ce que les linguistes ou les scientifiques commencent à voir, c'est qu'ils se disent, ben, on a un appauvrissement du niveau de production de ces textes-là. Parce que, ben, quelque part, une IA qui s'alimente avec des choses qu'elle avait déjà apprises, ben, elle n'apprend plus rien, voire elle régresse. Et donc, ça veut dire que là-dedans, l'humain au sens large et le journaliste en particulier aura sûrement son épingle à tirer du jeu. Il y aura un coup à jouer parce qu'effectivement, on aura toujours notre jugement. Et encore une fois, c'est le propre de l'être humain que l'IA n'a pas et n'est pas prête d'avoir, à mon avis. Donc voilà, donc ça va complètement dans le sens de ce que tu dis. Alors, je peux difficilement me positionner à date parce que, alors d'abord, je n'ai pas vu et je ne sais pas où ça en est précisément, mais euh, alors, c'est personnel, excusez-moi. Moi, j'y crois pas trop, en fait, à cette IA qui aurait terminé d'intégrer de l'information et qui aurait commencé à générer des contenus par elle-même. C'est déjà ce qu'elle fait, d'une part, Mm. d'accord? Et de créer sa propre information à partir de quoi? À partir de ce qu'elle a intégré qui existe déjà. Donc, c'est déjà plus sa propre information. Elle va la déformer, elle ne se rend pas service. Euh, Moi, je serais extrêmement prudent avec tout ça, Philippe, et je dirais juste que, qu'on le veuille ou non, on est à la préhistoire de cette utilisation de l'IA. Et si on s'en tient au délai très court qui s'est écoulé entre la première version de ChatGPT et déjà les réactions et les discussions qu'on a là, et les Mm. capacités qu'on a, ne serait-ce que dans notre territoire, je vois MIA, je vois Minalogique, je vois UGA, je vois préfecture, je vois région. Si nous sommes déjà capables de nous dire, réfléchissons ensemble,
et regardons ça de très très près. Le livre blanc que vous avez édité euh, sur les fake news, il a déjà quelques mois. Hum, Donc vous l'aviez commencé alors que ChatGPT n'était pas forcément encore sur le marché ou venait juste d'arriver. C'est dire si vous ouais, êtes réactif, si on est hum, réactif. Vous hum. voyez, voilà. Oui, c'est vrai qu'on a commencé de le travailler, on va dire, automne dernier. On a dû les premières réunions avaient lieu en septembre 2023 et on l'a publié, je crois, de mémoire en mars ou avril, je crois. Donc voilà. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas faire de la science-fiction à 2 euros ou de Hum, la, hum. comment dirais-je, de la sociologie de comptoir, mais nous, on est très vigilants dans la presse. On est des professionnels, en tout cas le plus possible. On doit garantir euh, la qualité de notre information et c'est la meilleure protection qu'on puisse offrir contre les dérives de l'IA. Complètement. On a une autre question avant de... Oh, quoi qu'on a encore quelques minutes. Donc, développer son propre système d'IA dont on générerait les propres données en entrée qui sont crédibles et au bon usage. Est-ce que cette approche-là, donc développer son propre système d'IA, serait préférable à un usage de ChatGPT et des géants de l'IA qui ne sont pas spécialisés pour chaque domaine? Alors, quand on dit, Pierre, quand on dit son... D'abord, merci pour vos questions, hein. Quand on dit son propre, ça me dépasse un peu, mais quand vous dites son propre système d'IA, vous voulez dire que nous, Français ou Européens, par opposition à ChatGPT ou nous à titre individuel? C'est la seule brique qui me manque et j'aurai une réponse qui est toute personnelle parce qu'elle dépasse un petit peu mon champ de compétences. Je pense qu'on va laisser Pierre le préciser par écrit. Mais moi, la lecture que j'en ai, c'est si on veut avoir son propre système d'IA, c'est pour maîtriser les données sur lesquelles ce système va apprendre. Pierre, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire, mais et le côté spécialisé dans chaque domaine, c'est aujourd'hui, je veux parler de football, peut-être que je n'éduque une IA qu'avec la bio des joueurs, leur vie, etc. Et je fais abstraction du contexte politique, ou etc., etc. Je- Pierre, je vous laisse préciser, mais je ne sais pas si tu veux réagir déjà, Georges, en attendant. Non, pas trop, parce que j'avouerais que c'est un peu en dehors du champ de ce qu'on a évoqué et que OK. je n'ai pas l'expérience suffisante des usages de l'IA en dehors de ce que nous, on va en faire. Oui, en gros, ce serait ça, de faire appel à des entreprises, développeurs externes et indépendants. Ah, par rapport à ChatGPT, ah bah, plus il y aura d'acteurs et mieux ça... Enfin, réponse personnelle, hein, plus il y aura d'acteurs et mieux ça ira. J'ai envie de dire que euh, il me semble que nous avons, en France et en Europe, euh, la capacité d'intégrer naturellement les contraintes. C'est pas les contraintes sociales, sociétales. C'est pas forcément le cas dans d'autres pays, puissances, et les États-Unis ont une autre approche. La liberté d'expression aux États-Unis, c'est constitutionnel, mais c'est une liberté totale. Tout le monde sait que la liberté ne peut pas être totale, qu'elle est saine quand elle agit dans un cadre. Si on travaille dans ce cadre-là, nous, Français et Européens, je pense qu'on aura des choses qui sont un peu plus rassurantes. Mais encore une fois, c'est sans doute une vision personnelle et j'espère que vous serez indulgent si elle n'est pas, euh, comment dirais-je, techniquement validable, hein. Le petit commentaire que je peux rajouter avec ça, donc effectivement, ce serait, je te rejoins, Georges, hein, ce serait vraiment très bien qu'on ait plein d'acteurs comme OpenAI et d'autres. Après, il y a une réalité économique qui fait que bah, l'Europe et la France, ce n'est malheureusement ou heureusement pas les US. Je rappelle juste qu'un ChatGPT, alors je ne sais plus à combien de milliards ils en sont de levée. Les derniers chiffres estimés, parce qu'ils ne publient rien, c'est qu'ils dépensent à peu près par mois 700 millions. Et c'est l'estimation, ça, de leur machine. On n'a pas l'estimation de leur coût humain. Et un data scientist aux US coûte vraiment, vraiment plus cher qu'en France. Et qu'en chiffre d'affaires, pour l'instant, ils génèrent 300 millions. Donc, ça veut dire que par mois, c'est un déficit de 400 millions. Je vous laisse faire la petite multiplication. Ça fait quand même du 2,8 milliards de déficit par an. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise, enfin, je ne connais pas une entreprise française ou européenne qui peut supporter un tel déficit. Donc, est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais faire Ah émerger bon. d'autres acteurs en Europe, etc. Oui, mais on attend vraiment les moyens.
Alors après, peut-être sur un périmètre plus réduit, on n'a peut-être pas besoin de cramer 3 milliards par an, hein, mais Mhm. bon, quand même. Mais j'ai souvenir, Philippe, c'est un commentaire là aussi personnel, j'ai souvenir que c'était la même trajectoire pour Amazon et on sait ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est la même trajectoire pour SpaceX, Tesla et on sait ce que c'est devenu. Donc, je pense que Ouais. c'est. Alors après, si j'étais champion du profit, je ne serais pas en train de vous parler. Euh, autre chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a, vous voyez, voilà, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des endroits au monde où c'est possible. En revanche, en France et en Europe, fonctionner comme ça avec des déficits aussi importants, je crois que c'est même pas du domaine de Je, l'imaginable. je te rejoins, mais la particularité que je vois quand même dans l'IA, un Amazon, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on n'était pas sur ces montants-là. Ils ont perdu de l'argent pendant quelques années, etc., etc. Ce que je vois schématiquement, une boîte qui arrive à lever un en France ou en Europe, elle va aux US, traditionnellement, elle arrive à lever 10. Donc effectivement, on a quand même un gros facteur. Sur l'IA, on est plutôt sur un facteur 100 à 1000. Une boîte aujourd'hui qui lève un en France, alors je ne dis pas que la même boîte lèverait 1000 aux US, mais en tout cas, il ne vous a pas échappé, hein. Sam Altman, donc, qui est le PDG de OpenAI, a l'air d'être une personnalité un peu particulière, qui a l'air d'avoir une propension à se fâcher avec beaucoup de monde dans son entourage. Là, il a perdu deux de ses cofondateurs, dont j'ai oublié le nom. Le premier a créé une boîte ex nihilo. Donc ce sera de l'IA, mais on ne sait encore pas bien pourquoi. Il a levé 700 millions, hein, au bout de 3 mois d'existence, alors qu'il n'a pas de produit et bon, il a peut-être une équipe, mais on ne la connaît pas. Et la deuxième, qui était la CEO d'OpenAI, a quitté la boîte il y a un petit mois. Elle a déjà levé 100 millions, presque avant d'avoir créé la boîte. Ça, c'est des choses, on ne voit pas ça en France. Enfin, euh, les boîtes qui lèvent 100 millions en France, elles ont déjà fait quelques preuves, quoi. Et Ouais. c'est pas sur une seule tête qu'on. Voilà. Après, pas de procès d'intention, hein. Je veux dire, les deux géographies sont différentes. On a nos avantages, ils ont leurs avantages. Mais aujourd'hui, l'émergence d'un moteur comme OpenAI, ouais, ça peut être compliqué en Europe. Et Mistral, il y avait un Allemand, Aleph, qui était, je crois, qui a jeté l'éponge. Et la seule initiative que je connais qui a un peu d'ampleur, c'est Mistral, hein, en région parisienne. Ben, on leur souhaite de pouvoir continuer et avancer. Je vois qu'on est en train de toucher à la fin. On a épuisé les questions, donc on est pile sur l'horaire. Je voulais te remercier énormément, Georges. On se reverra, on te reverra et probablement à Tech Fest, hein, qui va être l'événement phare de la rentrée 2025. J'ai plus les dates, j'ai le 6 et le 5 et 7 6 février. février. Ouais, Mercredi, c'est ça. jeudi, 5-6 février, Alpexpo. 5-6 février. Voilà. Donc on se donnera tous rendez-vous là-bas si Ouais. on ne se revoit pas avant. La dernière info que j'ai à vous faire passer, donc à peu près dans un mois, donc le 29 novembre, même horaire, donc 13h-14h, on parlera d'IA générative, cette fois-ci sur l'éducation, la formation, où on revisitera effectivement, bah, qu'est-ce qui est possible, est-ce que comme pour le monde de la presse, c'est une opportunité ou c'est une menace. Et donc on aura un bel échange également. Donc voilà, et ça clôturera la